Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Ça faisait quelques jours qu'on s'était plus vu, qu'on s'était plus retrouvé pour un nouveau numéro. Il fallait aussi, je pense, des fois faire une petite pause. On a fait une Jonathan Klaus, hein, on peut le dire. Pas de débrief pour Paris, pas de débrief pour Fribourg. Là, on va parler de Metz et faire, on va dire, un bilan d'une semaine infernale, disons-le ainsi, hein. C'est le nom de cette émission, puisque le gym, au-delà du fait qu'on est perdu, hein, ça peut arriver, il y a eu quand même une succession de résultats négatifs, et puis des matchs compliqués, difficiles, catastrophiques, vraiment le néant total, hein, pour parler de Metz, hein, qui est le dernier match en date. Donc un gros bilan sur lequel on va revenir avec un invité que vous avez découvert l'année dernière sur un débrief d'une victoire au Parc des Princes. C'est Baron qui était avec moi ce soir. Salut Baron, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à toi. Je suis content qu'on puisse échanger un peu avec le sourire autour de ce club, parce que c'est compliqué ces derniers temps. Euh, j'ai même envie de dire au GC Pitre. Et là, c'est vraiment, vraiment le cas à l'heure actuelle. C'est compliqué. Ouais, c'est vrai que la situation, elle est compliquée. Il y a pas mal de choses voilà, qu'on va évoquer. On va tenter d'être le plus structuré possible et le plus factuel possible. Parce que honnêtement, autant on va dire l'année dernière, on n'avait pas hâte des trêves internationales, autant là, franchement, c'est bien une trêve internationale, ça vient couper une certaine dynamique. Parce que oui, l'OGC Nice, il y a quelques semaines, on se pavanait d'une série plutôt intéressante avec une succession de résultats positifs, hein. Monaco, Rennes, Lyon, Lille, 10 points sur 12 possibles. Euh, dans cette émission, on était quand même plutôt mesuré sur le fait que les résultats étaient meilleurs, certes, mais le contenu était quand même sacrément compliqué. Baron, j'ai envie de te le dire, est-ce que finalement, le, ces résultats, ce n'était pas finalement l'arbre qui cachait la forêt lorsqu'on voit finalement la succession? Alors, t'as Paris, bien sûr, où t'as pas existé et tu perds d'une manière cruelle à la dernière seconde. Fribourg, on y reviendra aussi. Et puis Metz, je pense que c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Ouais, très clairement. Moi, personnellement, j'ai fait partie de ceux qui ont cru en ce recrutement. J'ai fait partie de ceux qui demandaient à avoir un petit peu de patience ou autre. Mais c'est vrai que dès le début de saison, on a quand même vu que ça serait très compliqué. On a quand même vu que en regard de la saison dernière, on avait une qualité de jeu qui était bien meilleure, avec de meilleures intentions, avec beaucoup de qualité. Il faut quand même se rendre compte qu'on a perdu, si je dis pas de bêtises, 70 à 75% de l'effectif qui finit européen l'année dernière, et que finalement, cette année, ceux qui étaient nos remplaçants sont devenus nos titulaires. Et quand tu parles de l'arbre qui cache la forêt, le meilleur exemple pour moi aujourd'hui, c'est Diop. Nos trois dernières victoires, elles sont le fruit d'un Diop qui est en forme. L'année dernière, on attendait tous cette saison de Diop, on attendait tous qu'il soit performant. Il l'a été par intermittence. Cette année, on en vient à espérer qu'il le soit vraiment, mais on va dire à long terme. Parce que même quand on regarde le contenu des matchs, c'est d'une pauvreté. Pour moi, je compare ça à des matchs comme Auxerre. Quand on voit Auxerre jouer aujourd'hui, c'est pareil, c'est très compliqué. Je me mets à la place de n'importe quel fan de football. Regarder Nice, c'est une plaie. Quand je vois qu'aujourd'hui, on devient un mème de la FFL sur X, quand je vois qu'aujourd'hui, des gens disent clairement parier contre contre l'OGC Nice et se faire de l'argent. Enfin, je veux dire, pour moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que je me dis qu'en 6 mois, on a anéanti, et littéralement, je pèse les mots, on a anéanti 11 ans de travail, si ce n'est pas plus, de Jean-Pierre River. Et ça, à mon sens, c'est catastrophique. On a une image qui est écornée. On a des dirigeants qui, j'ai l'impression, nous font des discours euh, très gnangnang, très gentils. J'en viens à regretter vraiment euh, ces discours très politiques, très nuancés de la part de Jean-Pierre River, parce qu'au final, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit entre nous tous, hein, on manque d'hommes forts, on manque de gens avec de la poigne, des gens qui vont nous permettre de redresser la barre. On l'a ni dans les bureaux,
mis sur le terrain. L'absence de Dante nous fait énormément de mal parce qu'on se rend compte qu'à 41 ans, c'est lui qui tient la barre. Hmm. Qui pour le remplacer? C'est c'est terrible. Terrible. Donc effectivement, on va revenir sur le terrain et comme l'a dit Baron, il y a pas mal de choses, pas mal d'interrogations sur le projet, sur le club, sur les leaders, sur la gouvernance. En fait, on en revient toujours au point de départ depuis quelques années. Et seulement là, bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu voilà, un changement de président, un entraîneur qui continue une deuxième saison, chose qui n'était plus arrivée depuis Patrick Vieira, donc une certaine stabilité sur laquelle on pouvait capitaliser. Bref, Baron, je te propose déjà peut-être qu'on revienne un peu sur ces trois matchs assez différents. Le PSG, bon, Francaise avait choisi de faire tourner sur ce match-là pour se donner un maximum de chances d'attraper cette première victoire contre Fribourg. Le match, il a été à sens unique. Le gym a été solidaire, a été combatif. Diouf a fait quelques exploits. Mais finalement, j'ai envie de te dire, on aime l'OGC Nice, mais on aime aussi ce sport-là qui est le football. Lorsque tu produis si peu, lorsque tu es aussi peu, on va dire, à prendre des risques, est-ce que finalement cette défaite, autant cruelle qu'elle soit, elle n'est pas méritée quelque part autant pour le Paris Saint-Germain que pour l'OGC Nice? Quelle est ta lecture par rapport à ce match-là contre Paris? On savait très bien qu'on allait venir pour chercher un point. On le savait très bien, je veux dire, quand on voit la composition, on a planté le bus devant, tout le monde nous a pensé par rapport à ça, mais je suis désolé, à un moment donné, on a besoin de ramener un point. On ne vient pas pour faire du jeu. On n'a pas les joueurs aujourd'hui pour faire le jeu. On n'a pas l'état d'esprit, la mentalité des joueurs pour faire le jeu. Donc pour moi, la défaite est cruelle dans le sens où on a quand même bien tenu tout le match et je pense que ce nul aurait pu, on va dire, faire tenir une dynamique qui était quand même assez compliquée, mais peut-être la faire perdurer un petit peu plus. On a vu que derrière, malheureusement, ça a été immédiatement friable contre Fribourg, avec des erreurs de barre qui ont été extrêmement préjudiciables, qui est quand même normalement le capitaine par intérim quand Dante n'est pas là. Et puis derrière, ça s'est enchaîné avec Metz. Donc là, aujourd'hui, effectivement, quand tu regardes ces trois matchs, ce qu'il en ressort à chaque fois, c'est que on a des joueurs qui, pour moi, soit jouent avec la peur, et ça se ressent sur certaines prises de balles, soit ce sont des joueurs qui clairement n'ont plus envie d'être avec Francaise, n'ont Moi, plus envie de travailler avec lui. j'ai l'impression, Baron, que c'est des joueurs surtout qui sont dans une zone de confort, qu'en fait ils sont pas brusqués, ils sont bien à Nice. Nice, c'est un club qui a quand même quelques ambitions, mais pas non plus trop, tu vois. Ils sont pas trop brusqués, voilà. Les supporters font leur taf de supporters, mais voilà, c'est quand même assez particulier quand tu sais ce qui a pu se passer, parce que tu es un supporter de longue date de l'OGC Nice, tu sais ce qui se passait il y a 20-25 ans au centre d'entraînement. Fribourg, pour faire les choses dans l'ordre, euh, elle est horrible cette défaite. Pour moi, c'est peut-être la pire en Europa League parce que tu as le match en main, tu es récompensé de bonnes 20-25 premières minutes, et après. Eh bien, en 13 minutes, une succession d'erreurs individuelles et surtout une absence de réaction, une absence de mobilisation. Et c'est Sofiane Diop qui le disait, je crois, en interview d'après-match, en disant on n'est pas en capacité aujourd'hui de réagir lorsqu'on est en train de souffrir, lorsque bien, on est dos au mur. Donc ça questionne sur la force mentale de ce Comment? groupe, la force collective qui est absente. Euh, Mais tu n'as pas de leader. T'as pas de Il n'y a leader, pas de oui, c'est leader. vrai. Aujourd'hui, C'est-à-dire que qui. pardon de te couper, mais tu as des joueurs que tu as recrutés, un Klose que tu as recruté qui est censé être ton leader. Regarde ce qui se passe aujourd'hui avec lui. Et pour faire le parallèle avec ce que tu disais, moi, aujourd'hui, Nice me rappelle beaucoup Rennes à l'époque Antonetti. C'est-à-dire un club qui finissait huitième, un peu dans l'anonymat, un club sans saveur. Pour moi, une endive, voilà, sans saveur, sans rien, fade. Et, et aujourd'hui, quand tu regardes le GC Nice, on a, comme tu disais, belles infrastructures, un beau centre d'entraînement. Mais je suis désolé, plus rien ne se passe autour du club. Le centre d'entraînement est un bunker, on ne peut plus y accéder. Et j'ai cru comprendre hier que des supporters avaient fait le déplacement à l'aéroport. J'ai pas eu de compte rendu de ce qui s'est passé. Les personnes qui a été. Mais encore une fois, tout est cloisonné. Donc, comme tu disais, les joueurs ne ressentent pas cette pression-là. Alors qu'à l'époque, à Charlermann, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens qui peuvent témoigner que, ou à Charlermann, ou au Ré, il y a des joueurs qui ont galopé pour aller récupérer leur voiture.
Il y a des joueurs qui ont, entre guillemets, quelques gifs, quelques remontrances qui sont un petit peu secoués. Malheureusement, aujourd'hui, on veut tellement surprotéger les joueurs que ces derniers ne se rendent même pas compte de l'impact que peut avoir euh, le club sur nos vies. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais, on aime ce club, on aime ce sport. Moi, j'irai plus loin, je vais aller sur le côté philosophique. Est-ce que ce serait pas intéressant de se dire, est-ce qu'on n'aime pas plutôt plus l'OGC Nice que ce sport? Parce que pour suivre aujourd'hui, je veux dire, toi, comment on se verrait pas changer de club? On aime ce club. On l'a connu dans des galères pas possibles. On l'a connu en D2. On a connu les périodes où c'est Monaco qui nous sauve de la D2. On s'est fait humilier par le grand Grégory Pujol à Valenciennes. Il y a plein de choses comme ça. Mais pour autant, on est toujours là. Et que quelque part, on a ça au fond de nous. Ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est arrivé à un certain niveau, on aurait pu continuer à monter, mais qu'on devient un club un club sans relief, un club avec rien, un club où finalement, quand les gens regardent l'OGC Nice, c'est la Côte d'Azur, la Riviera, les mamies panthères qui sont toutes bronzées et cramées par le soleil, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a aussi un club de foot. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que on parle de l'OGC Nice, non seulement pour ses défaites et sa pièce qualité de jeu, mais surtout pour la qualité des maillots. Et presque, j'ai envie de te dire, je m'en fiche, moi, de la qualité des maillots. Oui, ils sont beaux, les maillots, on peut en discuter longtemps, mais et moi, j'aimerais qu'on parle de mon club comme étant voilà, une place forte de la Ligue 1. Comment Et tu quand je vois. l'expliques? Comment tu l'expliques? Parce que c'est quelque chose qui est réel, en fait. L'OGC Nice, Oui, oui. factuellement, est un club aujourd'hui qui compte dans le paysage français, régulièrement européen, avec bon, un investisseur quand même milliardaire, qu'on le veuille ou non, qui est propriétaire du club. Comment expliques-tu le fait que ouais, il y a un sentiment de désamour au sein même, on va dire, de la communauté de l'OGC Nice concernant ce club, où finalement, eh bien, les années passent, il n'y a rien en fait. Alors que tu as sur le terrain des joueurs d'une qualité supérieure à ceux que tu avais il y a quelques années. Et finalement, moi je vais, voilà, je vais faire part de mon expérience, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup de monde. Euh, Parler de l'OGC Nice toutes les semaines, même en cas de défaite, c'est une forme de thérapie aussi. Voilà, on revient là-dessus, on Oui, débrief, tout à fait. et puis on passe à autre chose parce que voilà, il y a un autre match et tout. Là, honnêtement, c'est dur. Honnêtement, cette saison, c'est super dur parce que les matchs, on les regarde, mais on n'a pas du tout envie d'en parler parce que déjà c'est nul. Et puis, ce club ne fait pas vivre d'émotions, ne transmet pas d'émotions. Les joueurs, tu as l'impression qu'ils en ont strictement rien à faire. Je fais allusion à un certain Jérémy Boga qui, à la suite du match que de Metz, tu le vois souriant. Le type, je suis désolé, n'en a strictement rien à foutre. Voilà. Mais oui, oui, C'est oui. vraiment. Voilà, les supporters, ben, je pense, ne s'y retrouvent pas. Et, et Attention, tu as plusieurs paramètres. Tu plusieurs paramètres pour ça. Déjà, le premier, c'est qu'on est un club, historiquement, je veux dire, euh, de la manière dont je le ressens pour moi, historiquement, on a toujours aimé être le chassé plutôt que le chasseur. On aime cette position d'outsider parce que c'est ce qui finalement nous sied le mieux. On n'a pas aujourd'hui les épaules comme pouvait avoir le club dans sa glorieuse période des années 70 où malheureusement on n'a jamais rien gagné. Mais on n'a pas cette position d'assumer, on est fort, on est puissant et on le revendique. On a toujours aimé cette position d'outsider. Euh, Quand tu regardes après tous ces petits paliers qu'on aurait pu réussir à franchir, moi j'ai toujours ce souvenir d'une demi-finale de Coupe de France au Ré contre Lille où le stade était plein, c'était magnifique à voir et on s'est délité complètement. Quand tu repenses à Bâle, Bâle, pour moi, cette saison-là, on allait être demi-finaliste de Conference League, mais même si c'est la Coupe à Toto, je la prends. Ça reste une Coupe d'Europe. Ça reste une Coupe d'Europe. On s'est complètement délité contre Bâle parce qu'on n'a pas cette mentalité. En fait, tous les paliers que l'on aurait pu franchir avec ce club, on le sait aujourd'hui que, quoi qu'il arrive, on a une mentalité de perdant. Et c'est ça, moi, qui me gêne le plus aujourd'hui. C'est que quand Jean-Pierre River est arrivé, les premières années, ça a été très dur. Je pense que tu te rappelles très certainement des années où on a lutté pour le maintien. On avait des charnières centrales qui étaient cataclysmiques. Moi, je me rappelle encore de Sid, qui était, mais quand je le la regardais jouer, je me charnière, la disais, charnière des gauchers, Gérald de Cid, Grégory Pesley. voilà, et encore Pesté, j'aimais bien, mais Ah Gérald de ouais. Sid.
Pardon, il jouait avec les boîtes des chaussures à un moment donné. Enfin, c'était terrible. Non, mais il y avait rien. Mais tu avais toujours des petits motifs d'espoir. Tu pouvais avoir un Ospina, tu pouvais avoir un, un Lloris, un Sivelli, des joueurs dans lesquels nous, supporters, on pouvait se retrouver. Mais cette année, enfin, je veux dire, l'année dernière, un joueur dans lequel tu pouvais te retrouver, euh, Boulka. Boulka, c'était la Grinta, c'était ce qu'on voulait voir. Dante, qui pour moi personnifie l'OGC Nice. Mais je reste persuadé que de toute façon, Ligue 1 Plus l'a marabouté parce que ouais, de l'As Dante, la grande série, etc. À un moment donné, malheureusement, on peut. Moi, je crois toujours un petit peu à ce côté, un peu l'œil, le karma, etc. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de rester dans l'ombre. C'est bien de faire notre truc. Laissez-nous profiter de Dante. Et on n'a pas besoin de pousser par tout ça. Laissez-nous, nous, supporters, profiter de cet homme-là qui, pendant plus de 10 ans, a apporté des choses au club. Personnellement, j'ai eu des sentiments mitigés envers lui, mais quand je vois aujourd'hui que sans lui, on a un club qui est complètement perdu, qu'on a recruté des joueurs à un certain niveau, des Mohamed Ali Sow, des Jérémy Boga, on attendait qu'ils explosent. Et finalement, qu'est-ce qu'il en reste? On a quelques mois de gouvernance sous Bokeh. Tout ce travail qui a été fait de nous rendre fiers de notre club, fiers de notre blason, il est souillé. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait d'un manque de cadre. Moi, quand je vois le cas de Klaus, Ouais. c'est quelque chose qui, pour moi, profondément m'écœure. Parce que, à mon sens, et je pense pour beaucoup de supporters de l'OGC Nice, si ce n'est pas tous, le club est au-dessus de tout. On pourrait même avoir Cristiano Ronaldo que le club est au-dessus de tout. Pour moi, Klaus, il a mal digéré son transfert à Leverkusen. Ok, j'entends, pas de problème, c'est difficile, tu aurais pu avoir un très bon contrat. Mais garçon, tu peux encore aller chercher une place dans les 23 de l'équipe de France, dans les 25, mais tu peux aller chercher une place. Parce que finalement, en poste d'arrière droit, il n'y a pas tant de solutions que ça. Tu peux aller faire quelque chose. Fais une belle saison avec le gym. Montre que tu peux être un titulaire indiscutable. Montre que tu peux être la personne qui va élever les choses. On a entendu plein de bruit qu'il aurait fait vérifier sa blessure par un tir extérieur et que le club va d'accord. Là, moi, quand je vois ce comportement aujourd'hui, pour moi, je suis désolé. Close, pas close, contrat, pas contrat, le joueur ne doit plus porter nos couleurs. Tant qu'un minima, il ne s'est pas excusé auprès de l'institution. C'est On ça est. pour moi aussi, et ça fait partie des nombreux points d'interrogation. Parce qu'au-delà du terrain qui est la face visible de l'iceberg, lorsque tu as un club qui est géré et structuré de cette manière-là, là clairement on a eu l'impression que Klaus faisait un peu ce qu'il veut. Après, on n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais la Fait. réalité c'est que Klaus il est bidon depuis août, depuis le début de saison. Là, il nous prétexte une blessure. Voilà, il n'est pas dans le groupe pour Paris. Il le réintègre pour Metz. Il est titulaire. Il joue tout le Il nous match pond une bouse. Il nous pond et il une est pas bouse. bon. On n'a pas Voilà. de communication. Le joueur ne s'est pas exprimé. On sait qu'il y a eu une discussion avec Ez. On ne sait pas exactement de quoi, de quoi ils ont pu parler. Il y a une zone de, on va dire, il y a une période un peu, on va dire, d'interrogation délicate Mais où il y a pire. on sent quand même que le joueur a été voilà, extrêmement border avec le club et avec le vestiaire, parce qu'il y a aussi ça, le vestiaire. Pff, il réintègre le groupe, il est titulaire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Passé, il n'y a plus rien à voir, et ça, c'est constamment, voilà, dès qu'il y a une problématique, on n'en parle pas, on passe ça sous le tapis. Bon, après, si effectivement la prolongation automatique tombe à partir de 18 titularisations, j'ai plus la stat, je crois que jusqu'à décembre, Trente décembre, ouais. il reste 6, 7, 8 matchs, je crois, toutes compétitions confondues. Allez, 9 grands maximum. Donc il est à 12 titularisations. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait en faire. Enfin, tu vois, si tu commences à calculer comme ça, tu le laisses encore titulaire 5 fois. Enfin bref, c'est des calculs d'apothicaire et ensuite tu le revends au mercato hivernal. Ouais, C'est. pour moi, la situation, il y a quelque chose de pire là-dedans. C'est la sortie de Maurice sur Ligue 1+. Où il va venir t'expliquer que on cherche une solution avec son agent. Et quelle solution on cherche une solution pour pouvoir le réintégrer. Mais de quelle solution on parle? Le mec, clairement, n'a plus envie de porter nos couleurs. Et quand il est appelé à être titulaire, lui, qui est un joueur d'expérience international français, avec, je pense, un salaire en conséquence, ne montre pas l'exemple. Comment tu veux derrière tirer les autres joueurs derrière toi? Quel est le message que tu veux envoyer? Quelle est la vision que tu vas donner au club? Pour moi, quand je corrèle ça avec les déclarations de Hez.
Aise aujourd'hui, tout le monde joue un jeu de dupes. Euh, on veut, enfin, il n'a pas d'autre solution malheureusement, puisqu'il y a encore une fois énormément de blessés. Et ça, c'est aussi, il faut en reparler dans la structure du club. L'année dernière, on a plus de 10 blessés. Cette année, on se retrouve encore avec quasi un 11 titulaire sur le flanc. À un moment donné, il y a quand même des bonnes questions à se poser. Et il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec d'autres clubs en Ligue 1, mais pour moi, aujourd'hui, j'estime, c'est mon ressenti, j'estime qu'il n'y a pas de capitaine à la barre. C'est-à-dire que Eze, pour moi, c'est un très bon sergent, mais un sergent doit avoir une feuille de route claire, un cap clair. Il ne l'a pas. Puisque Bokeh, encore une fois, tout à l'heure, tu parlais de personnages forts. Moi, quand je vois les déclarations de Bokeh, je ne sais plus après quel match où on gagne, cette espèce de message d'encouragement, avec les yeux qui tombent, avec la voix un petit peu faiblarde. Oh, les gars, on vient de gagner. On est sur une spirale un peu ascendante. Allez, on y va, on se crie dessus, on pousse un peu. Et quand je vois Eze à la fin de certains matchs, où il va crier sur ses joueurs, bravo, félicitations, on a malheureusement un exécutant à la tête du club. On n'a pas quelqu'un qui a son propre argent qui est là, qui prend une décision. Et tu vois, j'en discutais encore auparavant, un des parallèles qu'on peut faire, et qui pour moi est symptomatique, c'est que ce que réalise Lens aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dû réaliser. Et je regarde Lens à l'heure actuelle avec ce qu'ils peuvent faire, et je vois les sommes dépensées au mercato, je vois les joueurs récupérés. On peut encore parler longtemps du cas de Jansson et Betty, je crois que c'est Mangan ou Sangaré qui a été récupéré aussi à Vienne par l'excellence dans le même club. Tu vois les sommes investies, etc. Euh, Tout ce qu'on a pu entendre comme bruit ou autre, les choix de joueurs, Hudson Edouard qui devait venir chez nous, qui est en accord chez nous, finalement ne vient pas. Et on va prendre Kevin Carlos, il est très gentil, mais pour moi c'est un frigo américain, il n'a rien à faire sur un terrain. Quand on voit les qualités de contrôle, les qualités Alors oui, on va dire il épuise des défenses et compagnie, mais on s'en fout, à un moment donné, le but du foot c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Aujourd'hui, on a une attaque qui est catastrophique. Je lisais encore des statistiques où, sur 18 matchs joués, on a toutes compétitions confondues, on est la pire équipe d'Europe avec 11 défaites. Donc, à l'heure actuelle, il y a un ensemble de facteurs qui ne vont pas. On est dans une spirale négative, on continue à se dans cette spirale négative. Et quand j'entends des gens venir nous réclamer la tête de Hez, oui, ok, allez-y, Alors, allez, sacrifions, sacrifions-le. on va y venir parce que Ouais. forcément la question va être Non, posée parce que elle ressurgit et parce que, pour être parfait. totalement honnête, on suit le football depuis un certain nombre d'années et vous savez mieux que personne que lorsqu'il y a une situation de crise, parce que je considère que l'OGC Nice aujourd'hui, du moins, est dans une période de crise, mais qui ne dure pas depuis, depuis Metz, hein, qui dure depuis août, parce que tu peux avoir des résultats qui sont un peu meilleurs. Si ton contenu il est toujours dégueulasse parce qu'il a été, bah, t'as pas tes fondations. Les fondations de ta maison ne sont pas solides. Et lorsque ton registre de jeu qui est de bien défendre, d'avoir un bloc compact et de profiter de chacune des erreurs de l'adversaire ne fonctionne pas, bah, tu n'as rien d'autre en fait comme option alternative. On pose. Et si encore on se battait comme un promu, si encore on se battait comme un promu sur le terrain, ou quitte à jouer en bloc bas et profiter des contres et faire des matchs abominables à regarder, mais qui au final se jouent avec la grinta et l'envie. Là, on en revient à ce que tu disais très justement. Nous avons des joueurs très confortables dans leur pénate. Ils savent que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ont une certaine valeur sur le marché. Donc, s'ils devaient partir logistique, ils rebondiront ailleurs. Et ce qui m'enrage encore plus, c'est que je sais que des chauds, des Boga, des Klos, on peut les mettre dans n'importe quel autre club, ils rebondiront. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui me fait le plus de peine, c'est que il y a un engrenage qui s'est mis autour du club. On n'a absolument rien qui va. Mais si encore on pouvait se dire que c'était un coup du sort, tu peux avoir des coups du sort. Le but à dernière minute de Gonzalo Ramos, c'est un coup du sort contre le PSG. Mais le but du 2-1 contre Metz, que Metz nous met, c'est pas un coup du sort. C'est très Alors, clairement une équipe qui se délite. T'en as parlé, Baron. Il y a eu cette sortie après Fribourg qui a fait beaucoup de bruit. Et à juste titre, hein, je vais citer Francaise. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut faire corps tout le temps, qu'il faut faire groupe tout le temps, ne pas faire la gueule quand on est remplaçant ou quand on sort, montrer sur le terrain. Certains le font, y compris ce soir. Il y en a qui ont fait un très bon match et qui en font depuis un moment. Mais c'est tout le temps qu'il faut le faire. Laissez votre ego de côté. Ce n'est pas votre ego qui va vous faire courir, vous faire réussir les bonnes passes. On n'est pas les champions du monde, ni moi ni eux. Donc donnons le maximum. À la question qu'attendez-vous du match à Metz dimanche, hein,
qu'on donne le maximum, qu'on réponde dans le jeu, dans les duels partout, et que même s'il y a une erreur, on y réponde ensemble. On ne peut pas baisser la tête parce qu'on est à 1-1 à la 32e minute de jeu. On l'attendait, j'ai envie de dire, cette sortie de Francaise qui, comme il l'a dit aussi lors de cette déclaration, lors de cette interview d'après-match, a défendu corps et âme ses joueurs en relatant factuellement ce qu'il voyait ou ce qu'il ne voyait pas. Là, honnêtement, il a sorti le lance-flamme et ça fait du bien. Maintenant, on s'attendait quand même, naïvement peut-être, à une réaction à Metz. Déjà, peut-être, toi, Baron, la sortie de Francaise après Fribourg, tu l'accueilles comment finalement? On voit Ouais, franchement, ça fait... moi personnellement, ça fait du bien de le voir comme ça parce que tu sens qu'il en a absolument ras-le-bol de passer pour un pitre en Coupe d'Europe. Mais quand tu vois la réaction collective de l'équipe à Metz, tu te dis, mais attends, il est en train de perdre son groupe ou alors son groupe ne le suit plus, quoi. Et encore une fois, le même scénario s'installe. Tu sais, ce qu'on disait par rapport à Digard, par rapport à Farioli, par rapport à Galtier, par rapport à tous ces entraîneurs finalement qui étaient très différents les uns des autres. Mais on se rendait compte que le problème ne provenait pas forcément que de l'entraîneur. Je sais pas quel est ton ressenti. Non? Non, mais ce que tu dis, moi personnellement, j'ai eu deux sentiments. D'abord, j'ai eu un sentiment de résignation, parce que c'est effectivement, ça faisait des mois qu'on attendait ça. Et puis, j'ai beaucoup de tristesse. J'ai beaucoup de tristesse pour Franquès, parce que je me dis que cet homme, que certains qualifient de surcoté par rapport à son parcours à Lens, etc. Je suis désolé, aujourd'hui, quand on voit Lens, les bons résultats de Pierre Sage sont basés sur les fondations de Francaise. Et quand je vois aujourd'hui Francaise, ce qu'il a réussi à faire avec en gardant un groupe quand même assez solide, aller chercher une quatrième place, beaucoup de temps sur nos résultats en Europe, mais il fallait finir devant nous, messieurs. On c'est devant le GC Nice. Si on n'avait pas été assez bon, à s'excuser de prendre une place qu'on a méritée, comptablement, sportivement. Maintenant, aujourd'hui, on en vient à remettre en question Francaise. Moi, pour moi, je ne remettrai pas en question Francaise. Je pense qu'aujourd'hui, le plus gros problème que l'on a, et je martèle et j'insiste dessus, c'est que, comme dans toute société, toute corporation, toute entreprise, quand la tête ne va pas, le reste ne va pas. Donc, si tu n'as pas une tête forte qui donne un cap, qui est un guide clair, qui agit, comme on peut dire, comme un phare dans la nuit, si tu n'as pas cette direction, cette feuille de route qui est très claire, avec des principes, le club au-dessus de tout, le maillot au-dessus de tout, le respect des supporters, le respect de l'institution, tu ne peux pas avancer. Alors, comment est-ce que Tu ne peux tu pas fais ça? avancer. Comment est-ce que tu fais ça? Parce que c'est vrai, hein, tu parles du respect des supporters, le fait de venir saluer le parquage, le fait de rester, le fait d'avoir un certain respect. Là, on a l'impression que les joueurs, bon, ils le font parce qu'il faut le faire et parce que ça fait partie du job, mais il n'y a pas ce truc, tu vois, de vraie connexion. Enfin, tu vois, Il j'arrive pas, moi, n'y a personnellement, plus de connexion. à m'attacher à ces joueurs. Autant talentueux qu'ils soient, je n'arrive pas à m'attacher à ces joueurs. Mais c'est normal. C'est normal qu'il n'y ait plus de connexion. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as un centre d'entraînement qui est bunkerisé. Le club fait beaucoup d'opérations de com. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui ne sont pas dupes. Aujourd'hui, on est extrêmement fort en communication, mais on ne montre rien sur le terrain. Comme on dit à chaque fois, assez de paroles, passez aux actes. Où sont les actes? On ne voit rien sur le terrain. Aujourd'hui, pour moi, hein, une fois que Dante aura pris sa retraite, qui reste-t-il? Aujourd'hui, l'âme niçoise de ce club, qu'on le veuille ou non, c'est Fred Joria, le dernier capitaine du club à avoir levé un trophée. Et pour moi, c'est l'âme, c'est ce qui reste à ce club. Et demain, Dante s'en va. Attache à quoi? On en revient à ce que je te disais. On devient le Rennes d'Antonetti, un club fade qui de temps en temps va faire deux, trois petites bricoles, mais qui au final n'a pas une tête forte, n'a pas des décisions fortes qui sont prises. Pour la simple bonne raison que Ineos aujourd'hui a la tête et les yeux rivés sur Manchester, ils ont mis un espèce d'administrateur délégué avec Bouquet qui gère le business. C'est un très bon financier, on ne peut pas l'enlever. Aujourd'hui, on a remis les comptes à flot, c'est super, c'est un très bon financier. Mais pour moi, l'erreur fondamentale, c'est d'avoir quelqu'un comme lui qui malheureusement ne transpire pas la poigne, le dynamisme. Et pour autant, et c'est ça qui me sidère, quand on lit le livre qu'il a écrit à l'époque avec Loïc Ferry, moi je lisais là-dedans quelqu'un de fort, quelqu'un de combatif, de puissant, qui arrivait à dégager des bénéfices sur absolument tout, à arriver à faire des recrutements de qualité. Mais la différence est encore là. C'était Loïc Ferry. Loïc Ferry qui mettait son argent au club. Aujourd'hui, le propriétaire du club ne vient même pas. Il fait des déclarations disant je ne viens pas à Nice, le niveau de jeu n'est pas satisfaisant. Il a raison. Non, mais ça, on est d'accord. Mais il va te sortir ça quand l'année dernière on finit Oui, quatrième. oui, Cette bien année, il sûr. le dirait, je le comprendrai. Mais
comme dans toute entreprise, si ta tête ne va pas, comment tu peux demander au reste de pouvoir te faire suivre? Tu sais, je vais faire un petit parallèle. Dans mon métier, je manage une équipe de 10 personnes. Si moi, je ne montre pas l'exemple, comment est-ce que je peux attendre de mes équipes qu'elles montrent On dit l'exemple? Comment souvent je peux que attendre de mes équipes? on dit souvent que l'équipe est à l'image du manager, d'ailleurs. Voilà, pour moi, c'est exactement ça. Si tu veux, pour moi, si tu veux être capable d'avoir des résultats, il faut que tu sois capable de mettre les mains dans le moteur. Aujourd'hui, quand je vois les déclarations de Bocquet, qui sont encore une fois des déclarations tiédasses, c'est fou, hein. Moi, quand je vois aujourd'hui Bocquet, je pense à Xavier Bertrand. Tu ouvres un robinet, tu mets de l'eau tiède, c'est la même chose, ça dégage rien. Voilà, rien. Et c'est toujours le même blabla, les mêmes rengaines. Quand je vois Florian Maurice qui est tout content, tout sourire, qui va te dire que le mercato est réussi, à un moment donné, je veux bien, mais il va falloir arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On a un stade qui malheureusement a du mal à se remplir. On a toujours la même base de fans fidèles qui est là au rendez-vous depuis des années et c'est ça qui me fait encore le plus de peine. Pardon, je vais faire un parallèle, mais le prochain match, c'est contre l'OM. On va fêter les 40 ans de la Populaire Sud qui a été là contre vents et marées. On va célébrer ça avec un maillot qui leur rend honneur. Mais je pense objectivement que pour eux, ce qui compte également, c'est que le club leur rende honneur sur le terrain. Leur rende honneur au niveau de l'investissement qu'ils donnent. Pour être tout à fait honnête avec toi, moi, ce que je vois aujourd'hui, ça vaut pas mieux, et même en deçà de certaines équipes qu'on a eues à une époque où on jouait la relégation. Pour moi, personnellement, et je vais jeter un pavé dans la mare et je vais me faire allumer, mais j'en viens à regretter Amoulungi à la place de Kevin Carlos. Mais Ah bah vraiment. dans le système de jeu actuel, la profondeur de Moulungi ferait beaucoup de bien. Mais c'est surtout Mais qu'Amoulungi, premier degré, hein. non, mais si tu te rappelles Moulungi qui part seul au but et qui rate le but, la cage ouverte contre Bordeaux, où je pense qu'on voulait tous l'atomiser à la sortie du stade, mais j'en viens à regretter quelqu'un comme lui qui, à une époque, dans un système de jeu, on l'envoyait au charbon avec des grosses chandelles à 8 contre 1. Aujourd'hui, on est censé avoir un dispositif, une tactique, quelque chose. Les joueurs ne suivent même pas ce que dit Franquès. Mais Alors pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu parlais juste pour terminer là-dessus, de déclarations tiédasses de Fabrice Bocquet, ouvrez les guillemets. On doit augmenter notre exigence chacun et à tous les niveaux. C'est ensemble qu'on arrivera à avancer. Fin de mais, citation. Bon. mais moi je suis désolé, mais ça c'est ce que tu vas mettre quand tu travailles. Travaille dans un ministère, tu veux faire une déclaration à la presse qui fasse pas de vagues. Tu diriges un club de foot, tu diriges un club euh, enfin, qui est censé avoir des ambitions. Tu as des gens qui te suivent, tu as une ferveur, tu as une vie derrière toi. Pardon, je vais parler crûment, mais qu'est-ce que je m'en fous d'avoir ce genre de déclaration? Moi, j'ai envie qu'à un moment donné, tout le monde soit mis sur la place publique et que chacun assume ses responsabilités. Nous ne sommes que mi-novembre. On sait très bien que la saison est déjà foutue. On sait très bien qu'on va sortir minablement contre une équipe de boulangers de R2 en Coupe de France parce que ces joueurs-là n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Je suis désolé. On a pensé à l'époque à Bosetti parce que oui, il est limité techniquement, etc. Mais cet homme-là se dépouillait sur le terrain. Il sortait complètement vide. Il sortait totalement vide. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec des, des joueurs qui ne dégagent strictement rien. Et c'est exactement ce que tu dis. On ne peut pas s'attacher à ces joueurs-là. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne te dégagent rien. C'est dur. C'est dur à dire. Ah, je crois que Je je fais le t'ai parallèle perdu. aussi avec un autre club, Voilà. justement, pas très loin hein, de Nice, puisqu'il s'agit de Monaco. Alors, bon, financièrement différent, une puissance, voilà, et puis un palmarès récent plus important, une présence plus Et- régulière avec des champions, bref, voilà. Thiago Scuro, hein, DS de Monaco, qui dit le 9 novembre, après la défaite, il me semble, contre Lens, c'est en dessous des attentes. Il y a eu une sortie alors sur l'arbitrage, mais également sur les objectifs fixés par l'AS Monaco. Aujourd'hui, moi, ce que je déplore aussi, c'est que la déclaration de Franquès, je la comprends et elle est partagée par tous. Comme tu l'as dit, on parle de tristesse, mais où sont, où sont les dirigeants de l'OGC Nice? Où est Monsieur Florian Maurice? Où est Monsieur Fabrice Bocquet qui dit les choses clairement? Et quelles sont les perspectives pour cette saison? Voilà. Tu fais 4 Alors, défaites en 4 matchs en Coupe d'Europe. Tu es milieu de tableau en Ligue 1 euh, en pas trop perdant longtemps, hein, c'est le pas niveau de trop jeu. longtemps et ton entraîneur te dit vaut mieux regarder derrière que devant, texto, quelles sont les perspectives de cette saison? Si on nous dit c'est une saison de transition, ne vous attendez pas à quelque chose de grandiose,
on n'a pas l'effectif pour, ok, mais on nous a quand même dit cet été qu'on aurait un mercato Europa League. Donc, Alors, sous-entendu, oui, un mercato pour bien figurer en Europa League, parce que l'objectif c'est d'être top 24. Et je pourrais vous ressortir, c'était un papier de Bokeh dans Nice Matin. tout à Donc fait. Et aujourd'hui, c'est du foutage de gueule, on se fout de nous, voilà. Ineos également en tête, il y en a ras-le-bol de cette gouvernance-là. Franchement, enfin, je veux dire, qu'on accepte voilà, que cette saison ne serve à rien, qu'on le dise, mais qu'on ne nous fasse pas miroiter des choses, et puis surtout qu'on vienne en aide aussi à Francaise. Alors, qui a également sa part de responsabilité, parce que je pense qu'il faut être honnête sur tout. Aujourd'hui, moi je vais te poser la question, tu l'as dit, mais selon toi, Baron, est-ce que c'est toujours l'homme de la situation? On a vu des fois des commentaires un peu émerger sur Twitter principalement. Euh, Est-ce que tu vois en fait un Aise maintenu, alors soit maintenu, soit qui ne démissionne pas. Comment est-ce que tu vois finalement les prochaines semaines, les prochains mois, et même la saison dans sa globalité? Est-ce que ça va être une saison vraiment une nouvelle saison de transition pour l'OGC Nice? C'est parti pour en tout cas. alors, je vais juste faire parler sur ce que tu disais, sur le foutage de gueule. Il faut pas oublier qu'en fait, la douille, on l'a tous vu venir au départ de Jean-Pierre River, quand il nous dit que le club va faire une grande saison. En fait, si tu regardes bien, je pense que tous autant qu'on est suiveur de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, on sait très bien qu'il s'est bien manipulé ce double discours. Et moi, personnellement, je me suis dit, OK, on va vivre une saison terrible. Ce n'est pas une saison de transition. C'est une saison où, malheureusement, tout a été fait de travers. Et les ambitions qui étaient affichées n'ont pas été mises en relation avec les choix qui ont été faits. On ne parle même pas d'investissement. Puisqu'encore une fois, je fais toujours ce parallèle avec Lens. Lens qui Lens a a investi. investi autant, hein, qui a investi une trentaine de millions d'euros, voilà, on le précise, qui a Tout à fait. vendu pour 80 millions d'euros, donc moins que Nice, mais qui a investi Exactement. pareil. Donc c'est une affaire d'idées et de discours pour convaincre les joueurs de venir. Voilà. Donc, déjà, nous, on se retrouve avec Djoumaba en défense centrale en pré-sec, qui vient sur une bonne réputation d'une bonne demi-saison avec Lens. On se rend compte que, bah, encore une fois, dans le contexte actuel, Djoumaba ne peut rien faire. Tu le mets dans une autre équipe qui tourne, je pense qu'il marcherait mieux. On se retrouve avec Ivan Diouf, très compliqué sur le début de saison, qui commence maintenant à prendre un petit peu les choses en main. Et j'espère que ça va devenir un homme fort du vestiaire. Mais il faut qu'il continue justement à montrer qu'il a cette capacité de prendre sur lui. On ne prend pas Hudson Edwards et on va aller chercher Kevin Carlos, qu'on paye plus cher qu'Hudson Edwards pour un rendement qui est beaucoup plus faible. Donc, bien sûr que les questions sont à poser. Pour moi, aujourd'hui, Franquès, c'est l'homme de la situation, je le maintiens, pour deux éléments. Le premier, on a un contexte qui est terrible. Et dans le contexte actuel, si on décide de se séparer de Francaise, tu peux même mettre Pep Guardiola, que ce sera la même merde. Pardon, excusez-moi pour mon langage, mais c'est la réalité. Tu vas te retrouver avec qui? Qui est disponible sur le marché? Il y a Stéphane. Eh bien, Stéphane, je pense que tout le monde a souvenir de comment ça s'est fini avec Rennes, des déclarations qu'il a pu avoir. C'est un monsieur qui a un certain ego parce qu'il a une certaine réussite avec Rennes. Aujourd'hui, je ne pense pas que moi, ce soit l'homme de la situation au club. Donc pour moi, je préfère garder Aise que de me retrouver avec un Antonetti, un Cambouaré ou un Furlan, on va dire des pompiers de service qui viennent pour proposer leur offre, mais qui ne vont rien apporter sur le long terme. La deuxième chose, le principal changement pour moi, il doit être fait aux arcades du club. Un Florian Maurice, merci pour les travaux, mais on n'a plus besoin de toi. Pour moi, Florian Maurice, c'est pas l'autre de la situation, très clairement. On avait, euh, on avait Ghisolfi, il y a eu plein d'histoires autour de lui, etc. Bon, malheureusement pour lui, ça a été très compliqué la Roma aussi. Parce, ok, on a pris quelqu'un qu'on pensait avoir plus d'expérience. Tout le monde avait prévenu. Florian Maurice ne sait pas faire des mercatos intelligents, il sait juste dépenser de l'argent. Bon, on en a eu la preuve, on a payé pour apprendre. Maurice Bocquet, qui malheureusement pour moi n'a pas la stature présente. Même quand j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et de passer 1 heure et demie d'entretien avec lui, je n'ai jamais senti en lui quelqu'un qui pourrait être un président. Je ne suis pas sorti de là en me disant, ouf, si Jean-Pierre River part, on a quelqu'un qui peut prendre les rênes. Pour moi, c'est un directeur financier, c'est un DAF. C'est sa Et formation un initiale, DAF, hein. voilà. Et pour moi, un DAF, c'est quelqu'un qui est factuel, c'est quelqu'un qui est euh, factuel, précis, pour toi, mais ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des équipes en main.
Voilà, je pense qu'on a tous connu des DAF dans notre vie. On sait très bien que les DAF, c'est pas c'est le genre de personnes qui vont plutôt être là, tenter d'optimiser les coûts, de réduire les coûts, plutôt que d'essayer de faire avancer certaines choses. On va pas dire dans une grosse majorité, mais dans la plupart des cas, ça se passe comme ça. C'est un très bon DAF, et il doit rester un DAF, mais ce n'est pas un président. Ce n'est pas un président. Donc encore une fois, je pense que si on donne à Aise un contexte plus favorable avec un vrai président qui va monter au créneau, comme pouvait le faire Jean-Pierre River à une certaine époque, un vrai directeur sportif, comme à une certaine époque, avant que, bah, pareil, se mette dans le mutisme et que commence à être un peu tensé, pouvait être Julien Fournier, des gens qui vont aller au carton, des gens qui vont aller au contact. Après, tu connais le parallèle de Monaco. Aujourd'hui, je sais qu'à Monaco, ils regrettent Paul Mitchell par rapport à Thiago Scuro, puisque le mercato que Monaco a fait, pour beaucoup de monégasques, est foiré. Ils s'en viennent à le regretter. Nous, aujourd'hui, on a des Ouais, dirigeants mais qui. Baron, tu connais aussi Monaco, quand ils sont troisième, ils sont tout le temps en crise. T'as toujours l'impression que Mais là, Monaco, en fait, ils ont, alors, je suis pas en train de, je suis pas dans un rapport, on va dire, admiratif, mais moi, j'aimerais bien être en crise comme Monaco. ben là aujourd'hui, si tu veux, structurellement, pour eux, je sais que c'est compliqué parce que bah, ils ont certains joueurs qui tiennent pas la route, mais le parallèle avec nous, il a prévu pareil. On a recruté des joueurs qui étaient censés être des titulaires, qui, dans un monde normal, un Kevin Carlos, pour moi, aujourd'hui, n'est même pas en bout de banc de l'équipe l'année dernière. Mais très clairement, euh, un Jansson, moi, j'ai fondé beaucoup d'espoir en lui par rapport à la somme que le club a déboursée sur lui. Tu vois que c'est quelqu'un qui ne peut marcher qu'à la confiance. Un Jansson, aujourd'hui, tu le mets à Lens, le mec, c'est Adrien Thomasson. Il a les mêmes stats que lui. Il stat comme Thauvin. La même chose. Tout est une question de confiance. Mais la confiance doit être instaurée par des dirigeants qui sont forts, des dirigeants qui vont agir comme des boucliers. Je vais te faire ce parallèle-là. On a toujours tensé Jean-Michel Aulas en disant oui, machin, etc. Mais si tu te rappelles bien, Jean-Michel Aulas, les résultats qu'avait le Lyon de la grande époque, c'est parce que lui allait au carton. Lui prenait les balles pour son entraîneur et ses joueurs. Lui n'hésitait pas à aller défendre son club, même avec la plus grande mauvaise foi du monde. Lui n'hésitait pas. Aise, aujourd'hui, il a fait ce rôle de bouclier. Mais je pense qu'il attendait aussi de ses dirigeants de faire le nécessaire. Est-ce que c'est vraiment à lui de faire ça? C'est surtout ça la Non, question. C'est lui qui vient en conférence de presse parce que le protocole l'exige. Mais au bout d'un oui, moment, je pense qu'il a dû prendre sur lui plus d'une fois au travers des matchs mais, pondus par son équipe. Là, contre mais c'est Fribourg, je pense évident. qu'il en pouvait plus. Il fait le choix de faire tourner au parc. À 5 secondes près, ça fonctionne. Contre Fribourg, tu vois une équipe qui, se, qui est totalement passive Stabilité. et qui ne se Stabilité. remobilise pas. Enfin, honnêtement, je pense qu'il doit se dire, mais attends, mais qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que j'essaie de leur faire comprendre? Ils ne percutent pas ou... Tu vois, il n'y a pas de Il y a aussi une caractère, question à se poser. y a pas de caractère dans cette équipe et il n'y a pas de leader. Et vu qu'on fait le parallèle avec Lens, mais là le Lens de l'époque de Hez, tu avais plusieurs joueurs qui pouvaient porter le brassard. Sotoka, Samba, Fofana, Grady, Danso, Medina, ce sont des joueurs qui peuvent légitimement prétendre à porter le brassard dans une équipe. Aujourd'hui, Que tu n'as pas aujourd'hui. Tu n'as tu pas aujourd'hui. réintègres Klos d'une certaine façon, parce que de toute manière, sportivement, t'as pas meilleur que lui à ce poste-là. Tu le réintègres, mais t'enlèves le brassard. Tiens, Van Hout, t'es là depuis 2 mois, prends le brassard. Alors, attention, hein, moi j'aime beaucoup Charles Van Hout, je pense que c'est notre meilleur recrue à l'heure actuelle. Mais Donc, sans conteste. sans déconner, il a rien demandé le 20 août. Hein. Non, mais c'est pareil. Encore une fois, le choix du club a été fait et je serais vraiment curieux de savoir si Francaise a validé l'intégralité de ces transferts-là. Parce que s'il a validé l'intégralité de ses joueurs, pour moi, sa responsabilité, elle passe pas à 20%, elle passe à 70%. Si c'est tes choix et que tu les as validés, tu peux pas venir te plaindre derrière. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir. Mais ces dernières déclarations tendent à montrer que voilà ce qu'on m'a donné. Hmm, Je pense qu'il a dû valider certains profils, mais voilà ce qu'on m'a donné. Je pense qu'objectivement, lui, il aurait préféré avoir un Hudson Edouard qu'un Kevin Carlos. c'est clair. Objectivement. Aujourd'hui, il avait des certitudes, il ne peut plus s'appuyer sur ces certitudes. Un Bar, un Klos, un Dante, ce n'est plus fiable comme aujourd'hui. C'est pour ça, le contexte que l'on a aujourd'hui, c'est que tu n'as pas d'hommes forts au sein des bureaux qui vont aller au carton pour défendre leur entraîneur, défendre leurs joueurs. C'est pour ça que quelque part, j'ai envié le Lyon de l'époque Olas, même si on les a tous détestés, mais je pense qu'on était beaucoup à dire si on avait eu un président comme Jean-Michel Aulas, qui prenait les balles
pour le coach, pour les joueurs, ouais, quand même, le club aurait pu travailler plus sereinement. Là, aujourd'hui, tu sens que ni Bokeh ni Maurice ne veulent froisser leur image. Ils ont mis Eds, ils l'ont mis là. Dans ces cas-là, pourquoi l'avoir fait re-signer? Je veux dire, aujourd'hui, entre ce qu'on lui a promis en termes de mercato et le résultat Ben, de ce qu'il obtient, les joueurs qu'il a, en fait, c'est je dur. pense. Alors, encore une fois, vous allez peut-être nous. Alors, s'il vous plaît, vous écoutez les émissions, ne nous trouvez pas. Je ne veux pas voir de commentaires. Ouais, machin, des dépressifs et tout, défaitistes. Au bout d'un moment, on je pense qu'on essaie de dire les choses. Honnêtement, les points positifs aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, c'est difficile. On a parlé de Sofiane Diop, il y a des joueurs qui progressent, oui, c'est vrai. Opong progresse, Van Hout est bon, Diouf, Diop est bon, Diouf est bon. euh, c'est- voilà, mais Chou ce a ne mis un sont pas beau des but titres. contre Metz. Mais bon, au bout d'un moment, enfin, je veux dire, on est parti pour vivre une saison galère. Il faut aussi accepter cette chose-là. D'ailleurs, en parlant de ça, Baron, tu imagines quel type de saison? Parce que j'ai une discussion avec Bertigno avant cette émission-là, et il y avait deux idées qui ressortaient. Bertino me disait attention à ce que ce ne soit pas une catastrophe. J'ai dit qu'est-ce que tu appelles une catastrophe? Parce qu'il y en a certains qui vont te dire la saison d'Igar, où tu termines 9ème, c'est une catastrophe. Moi, si c'est vivre ça une catastrophe, ok. Il m'a dit une descente dans 2 ans. Voilà, ça c'est une catastrophe. Et c'est vrai, parce que économiquement, alors nous on sera toujours là, hein, supporters on sera toujours là, mais économiquement, tu dois licencier des gens, tu dois alléger grandement ta masse salariale, joueurs, mais également structure club, avec le staff, etc., tous les dirigeants, machin, machin. Donc ça c'était un peu son avis sur la situation à l'instant T. Moi je lui ai dit, alors là c'est plutôt le côté, on va dire, optimiste, c'est de se dire, lorsque tu bâtis, tu es forcé de passer par des zones un peu de turbulence. On est en train de passer dans une zone de turbulence, mais qui était, j'ai envie de dire, prévisible lorsqu'on voit notre mercato, lorsqu'on voit nos départs, nos arrivées, etc. etc. Mais tu ne peux pas bâtir un projet fiable dans le temps, donc on va dire 2, 3, 4 ans, si déjà tu changes tout le temps d'entraîneur, et si tu changes d'entraîneur dès lors qu'il y a une zone de turbulence. Mais tu parles de bâtir, mais bâtir sur quoi à l'heure actuelle? Je ne sais pas. On avait une équipe qui était quand même costaud. On savait qu'elle allait avoir des départs, mais on savait surtout qu'on avait un très gros déficit structurel où malheureusement, comme la plupart des clubs de Ligue 1, notre budget dépend en grande partie, si ce n'est pas en très grande partie, des revenus des droits télé. Les revenus des droits télé ont littéralement été atomisés. Donc aujourd'hui, on doit aller chercher d'autres sources de revenus. J'aurais préféré qu'à nous, supporters, on nous sorte un discours. Voilà, aujourd'hui, on a vécu une très belle saison, on va se battre avec nos armes, mais voilà la situation aujourd'hui comme elle est. On va faire le mieux possible avec cette situation-là. Là, aujourd'hui, on nous a sorti Mercato Coupe d'Europe, machin, on va figurer le mieux possible, etc. Et moi, je suis désolé. On nous a menti de A à Z. Ouais, mais tu as On nous a investi 30 menti millions pour le. d'euros. C'est-à-dire qu'on peut pas aussi mettre en avant le problème financier, qui est sans doute réel dans les choix de vente, etc. Parce que tu avais des joueurs qui étaient encore sous contrat à l'époque. Oui, euh, de- mais on euh, fait du trading. On fait voilà. du trading Mais c'est aujourd'hui. surtout, pour moi, des erreurs de casting. Hum, Tu en as parlé. Kevin Carlos, hum. Djoumaba, des joueurs comme ça. Isaac Hanson, Thiago Gouveia. Des joueurs qui. Mais ce qui a été fait comme choix, c'est de faire un choix de trading, c'est-à-dire d'aller chercher des joueurs en prêt. Alors déjà, moi, quand je vois des joueurs en prêt sans option d'achat, désolé, mais ça, normalement, c'est une tactique que tu appliques, comme on l'a fait en 2002 à la remontée, où tu n'as pas d'oseille et tu veux te maintenir et tu veux essayer de bâtir quelque chose, bâtir Ouais, mais une- t'as le cas de figure aussi où t'as les options d'achat inatteignables, comme on avait Oui, à l'époque de Fournier, où t'avais des 18, 20, 25 millions d'euros, tu vois. bien sûr, mais je pense que tu peux toujours trouver ce juste milieu. Là, aujourd'hui, tout le monde sait qu'à Nice, ben, le club est en galère, le club est en galère d'oseille. On avait monté une structure qui était quand même assez costaud. On arrivait à tirer un Jonathan Klaus international français. Là, aujourd'hui, quel joueur, mais même un joueur qui voudrait se relancer, quel intérêt il aurait à venir à l'OGC Nice? Tu nous verrais aujourd'hui accueillir des joueurs en perdition comme ça a été le cas avec Ben Arfa ou Balotelli? Quand ces mecs-là sont venus au club, il y avait quand même une petite ossature autour, il y avait quand même quelques tripoteurs de ballon, il y avait quand même quelques jours, il y avait un peu de frisson qui pouvait amener. Là, aujourd'hui, je suis désolé, le seul qui pourrait nous apporter de la stabilité, c'est Van Noot. Mais encore une fois, c'est
ce que tu disais au tout début, l'arbre qui cache la forêt. Van Noot aujourd'hui, c'est l'étincelle dans cette pénombre. Et c'est autour de lui qui, pour moi, je pense, tu peux avoir un Yevan Diouf, il faut lui laisser le temps, un peu de confiance, et je pense que ça devrait aller. Mais un Yevan Diouf avec une charnière Todibo Dante, désolé, hein, on va te dire, waouh, c'est le Ospina des grandes heures, waouh, c'est le Lloris des grandes heures. Un Diouf avec Ba Opong, avec un qui joue avec les boîtes à chaussures et l'autre qui a le regard qui se croise, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À un moment donné, c'est compliqué pour lui aussi. Barr, qui était notre certitude, aujourd'hui, il est aussi dans le dur parce que malheureusement, il n'a plus de leader autour de lui. On lui donne un brassard capitaine qui est trop lourd pour lui. C'est exactement ce que tu disais. Nous n'avons plus de leader. Tous nos leaders ont été évincés pour des raisons financières parce qu'on avait besoin de vendre. Le club a décidé d'aller chercher des paris plutôt que d'aller recruter peut-être des briscards qui auraient apporté un peu de stabilité, on va dire une certaine aura autour du club. Voilà, on va se battre autour de certaines valeurs comme on le faisait à une certaine époque. C'est pas un gros mot. Mais ce que tu disais par rapport à Bertigno, je t'avoue que dans un coin de ma tête, c'est un peu la peur que j'ai. Peut-être pas dans 2 ans, mais dans quelques années, avoir cette lente déliquescence comme on a pu le voir avec Bordeaux. Ou comme on a pu le voir avec Monaco, où tu savais qu'à un moment donné, ça allait arriver. Ou même Nantes, tu sais que ça va arriver. Tu sais qu'à un moment donné, c'est trop sur le fil, c'est trop sur la tangente. Là, pour moi, on est en train de mettre tous les ingrédients en place pour être constamment sur la tangente. Aujourd'hui, on est huitième. Mais je suis désolé, cette huitième place, c'est une escroquerie. Quand tu nous regardes jouer, j'aime mon club, mais on est une insulte à ce sport. Moi, quand des gens viennent me voir en disant bah, Nice, c'est pas fameux, etc. Mais moi, je regarde le club parce que c'est mon club, j'aime mon club, mais putain, si j'avais vraiment le choix, je préférais ne pas amener mon fils au stade. Bien sûr. Mais Mm. voilà, la passion. Je vais citer Francaise suite au match de Metz. À la question est-ce le plus grand défi de votre carrière professionnelle? Ce qui est certain au-delà de la taille du défi, c'est que par rapport à mes attentes et à nos principes de jeu qui sont partagés avec le staff, on ne peut pas continuer comme ça. On est dernier de Ligue 1 sur la récupération haute alors que j'ai plutôt été avec des équipes habituées à être dans les 3 premières. Si ce n'est pas première tout court. Je ne pense pas qu'il n'y ait que de la mauvaise volonté de la part des joueurs, mais en est-on capable? On peut réellement se poser la question, on peut certainement faire plus, mais on ne pourra pas passer de 18e au top 5. Je vais devoir trouver d'autres solutions. Je précise également, je rajoute une stat qui avait été donnée par Ligue 1+, lors du match contre Metz. Nice est l'équipe avec le taux de passes réussies le plus faible de Ligue 1. Ouais, ça, c'est pour moi, c'est C'est catastrophique, hein. terrible, c'est terrible. C'est passé comme une lettre à la poste. Je ne l'ai pas vu tant relayé que ça Ah, mais sur Twitter, mais tu te dis, mais attends, oh, enfin, on on en est revient à ce que je te disais. On en revient à ce que je te disais. On est niveau un club technique qui, abyssal. aujourd'hui, on est un club aujourd'hui qui ne dégage, en 6 mois, on ne dégage absolument plus rien. On est moqué, c'est drôle, etc. Même nous, ça nous fait rire parce qu'on se rend compte que ben, c'est justifié. Mais quand tu vois les stats, quand tu vois toutes les informations de Optagen, etc., nous, en tant que supporters, on est affolés. Mais pour beaucoup de gens, en fait, on s'en fout. Voilà. Le club est devenu invisible. Aujourd'hui, Nice, c'est reconnu pourquoi? Ah, c'est des beaux maillots Kappa. Alors, justement, il termine par je vais devoir trouver d'autres solutions. Quelles sont pour toi les solutions à activer pour Francaise? Là, aujourd'hui, je veux dire, il Tactiquement, fait déjà. est-ce que tu penses qu'il y a peut-être quelque chose à faire en proposant autre chose? Je te dirais qu'aujourd'hui, techniquement, je ne vais pas m'aventurer sur ce débat-là parce que je ne pense pas avoir suffisamment de connaissances tactiques, même si je joue encore au foot, mais je reste un bourrin, hein, malheureusement. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, il a déjà énormément de blessés, donc c'est pas évident pour lui de composer avec ça. Il n'a pas le leader escompté avec Dante. Donc, la seule solution pour moi aujourd'hui, c'est oui, on doit renforcer cet effectif parce qu'on a un nombre de joueurs, je pense, suffisant, mais pour moi, on doit évincer certains joueurs. Des Klose, ça ne doit pas jouer. Un bas, même s'il est très gentil, ça doit retourner à Manchester City. Euh, on a des joueurs du centre de formation. Je veux dire, aujourd'hui, si on part du principe qu'on fout là la saison, donnons leur chance à des jeunes, des Lorenzo Montero, des Bernard Nguéné. Pourquoi ces joueurs-là, on leur donne pas leur chance? Je veux dire, à un moment donné, si on doit assumer que c'est une saison où on va vivre une saison compliquée, très difficile, mais on sait qu'on a quand même, mine de rien, un peu de qualité pour aller finir 13e, 14e, qui pour moi est inadmissible. Si on finit 9e cette saison, je suis heureux, mais pour moi, on finira dans le ventre très mou. On se fera même peur jusqu'à peut-être 5-6 journées de la fin, si c'est pas moi. Mais donne la chance à des jeunes du centre. À Antoine Mendy, on l'a jeté dans le feu. Mendy, oui, j'ai oublié de le Débrouille-toi. citer, hein, mais c'est une vraie réussite, hein.
Moi, pour moi, Mendy, quand je voyais les premiers matchs, je me disais, ouf, ça va être compliqué. Puis là, je veux dire, dans l'adversité, c'est révélé. Pourquoi on ne donne pas cette même opportunité à Montero? Pourquoi on ne donne pas à Ngelé? Donnez-leur la chance à ces jeunes-là. Regardez Auxerre ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, je vais pas mettre le parallèle avec nous, parce qu'Auxerre est dernier, il n'y a rien qui va. C'est encore plus le foutoir que chez nous. Et moi, je suis désolé. Pourquoi tu mets Klos alors que tu peux avoir des jeunes du centre qui mériteraient leur chance? J'ai C'est quoi le message que l'impression, tu peux envoyer derrière? j'ai l'impression que il y a un double discours, un peu ce que tu disais tout à l'heure, entre le Bon, rapport que S va avoir avec ses joueurs et en lien avec la direction. C'est-à-dire que S l'a dit, hein, c'est à moi de m'adapter, mais en gros, je fais avec l'équipe qu'on m'a donnée. Donc moi, j'ai quand même l'impression, même si c'est un peu caché, hein, que derrière, il y a, on va dire, un certain reproche. Et puis, un entraîneur de cette qualité, mine de rien, même s'il peut être critiqué, le garder une deuxième année, quand on sait qu'on on n'a pas gardé un Farioli, Galtier a fait qu'un an, et enfin, je veux dire, c'est quand même un luxe quand même assez important pour Nice. pour nous, c'est un Et luxe. en Ah, fait, et en fait d'une année sur l'autre, tu te qualifies quatrième. Normalement, tu dois capitaliser sur cette qualification enfin, pour les barrages de LDC. Et finalement, tu perds tes meilleurs joueurs et tu ne sais pas les remplacer. Donc, voilà. de base, le discours n'a pas été honnête, même envers nous, supporters. Le discours n'a pas été honnête. Et moi, voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'a triste. C'est qu'aujourd'hui, j'aime mon club, mais je me rends compte que les gens qui sont à leur tête ne comprennent pas les intérêts qui sont autour de ce club, l'amour que peut générer ce club, la passion que peut générer ce club. Ils sont en train d'en faire un club fade, un club sur lequel ben, finalement tout le monde va dire ah bah Nice a encore perdu. Oh bah regarde Nice, bon, les stats sont pourris, mais bon voilà. Et encore une fois, tu veux faire du trading, mais du trading avec quoi? Là, Jansson, tu l'as acheté 10 millions. Je veux dire, si tu vas pas l'entourer de joueurs un peu intéressants, ton retour sur investissement, tu ne l'auras jamais. Un, un Boudaoui, ça fait 6 ans qu'il est chez nous. Ça fait 6 ans qu'on attend qu'il franchisse un cap. Il est toujours aussi fragile. Il est toujours mis dans le confort. Peu importe les entraîneurs. À un moment donné, il y a aussi un problème qui vient de là. Si le mec il est dans ses pénates et que personne va le bouger, pourquoi moi je me mets à sa place, pourquoi finalement je me sortirais les doigts? Pardon, mais pourquoi j'irai chercher plus haut? Puisque finalement, je suis, je suis bon, je sais que je suis bon, je vais de temps en temps faire deux, trois étincelles, et puis après, ben voilà, je disparais. Mais c'est un, C'est c'est un terrible. peu ce que tu viens de dire pour Boudaoui, j'ai l'impression que c'est un peu le Nice des dernières années. C'est-à-dire un club correct, qui est régulièrement en Coupe d'Europe, qui fait quelques étincelles contre les gros, qui se foire lorsqu'il y a un virage à négocier. Voilà. Typiquement, l'année dernière, il y avait un Ah, truc à faire en Coupe de c'est France ça. super contre le Stade Briochin. Et en fait, c'est ça, Nice. Aujourd'hui, c'est ça. Euh, on vante même pas notre qualité de jeu, on vante même pas la qualité de nos Non? joueurs. On se dit que voilà, on est régulier, on n'intéresse pas grand monde. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des clubs qui travaillent mieux. Et pour moi, un FC Metz, alors, attention, hein, on va pas être guidé par la culture de l'instant, mais mine de rien, ils ont le mérite de jouer, de proposer du jeu. Et le match qu'on a vécu la semaine dernière, bah moi, quelque part, je suis déçu forcément de l'avoir perdu, je suis en colère de l'avoir perdu, mais je me dis, bah il y a une forme de justice. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsque tu ne proposes rien, lorsque tu es passif, lorsque Complètement. que tu es dans l'attente constamment, que tu n'as pas la possession contre Metz qui joue le maintien et que tu n'es pas capable de prendre le jeu à ton compte et de faire voilà, de marquer un but, alors très beau but, hein, soit dit en passant, mais sur une récupération, transition, machin, relance courte de Diouf, je pense que là, c'est là où j'ai conscience que l'équipe est peut-être de moins bonne qualité, mais j'attends Aise aussi là-dessus, sur sa capacité à s'adapter encore plus et à faire en sorte voilà, de créer quelque chose. Voilà. Mais j'ai C'est surtout difficile. l'impression que les joueurs n'en ont Non, mais c'est strictement difficile. rien à faire, quoi. Enfin, c'est terrible. Là, là, on demande à Aise de s'adapter avec des joueurs qui, pour moi, n'ont pas le bagage technique requis, ni le, on va dire, le bagage tactique, le, le, le flair pour, euh, Le pour ce que QI-foot. veut mettre en place S. Non, pas forcément le QI foot, mais le flair pour comprendre ce que S veut mettre en place. Et c'est ça, moi, qui me gêne le plus, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on a donné à S des plots. Voilà, on lui a donné des plots et débrouille-toi avec ça. Et aujourd'hui, nos certitudes de l'an dernier sont devenues nos carences de cette année. Et quand tu n'as plus de leader, et pour moi, c'est toujours pareil. Si la tête ne donne pas d'indication claire, si tu ne fais pas respecter le club, l'institution, derrière, tu vas te sortir dans les médias avec un gros sourire en disant on cherche une solution avec l'agent de Jonathan Klaus pour
de pouvoir le réintégrer. Je suis désolé, le message que tu envoies aux joueurs, c'est de toute façon, on pourra faire n'importe quoi. Le club est tellement dans la panade qu'ils ont de toute façon besoin de nous. Donc là, aujourd'hui, pour moi, euh, j'ai même pas envie de croire à une jurisprudence Abriel avec Bokeh, Maurice. Je sais pas si tu te rappelles, mais Abriel, les 3 ans qu'il fait chez nous, la première année, on veut tous le pendre. La deuxième année, on se rend compte que, ben, ouais, quand même. Et la troisième année, ben, on est quand même triste qu'il s'en aille. Parce qu'il sort une troisième saison qui était quand même costaud. Là, avec Bokeh, mais moi, je ne vois rien. Un mec comme Maurice, je vois rien. Je vois des gens qui ont trouvé le plus bel emploi fictif qui puisse être possible. Je vois des gens qui, surtout à Florian Maurice. Florian Maurice, attaquant iconique de certaines années de la Ligue 1, il surfe sur son nom et sa réputation. Mais j'espère honnêtement que n'importe quel club structuré de Ligue 1 ou de Ligue 2 ne fera plus appel à lui après son départ de l'OGC Moi, je Nice. pense aussi, alors peut-être que ça ne sera pas une solution, mais j'ai aussi envie qu'on ait peut-être un directeur sportif ou un entraîneur, tu sais, pas, pas rattaché au championnat de France, tu vois, peut-être d'un autre pays, tu sais, avec une autre culture, qui viennent un peu remuer la fourmilière. C'est ce que peut-être Farioli avait essayé de faire d'une certaine façon, mais C'est je sais pas. compliqué en Après, France, hein, tu as des je le sais, hein. contre-exemples, tu vois, ce que fait Jean-Louis Lucas à Lens. Mais en tout cas, tu as dit quelque chose de très juste par rapport au lien avec le propriétaire. On en veut beaucoup à Bokeh, on en veut beaucoup à Maurice, on en veut peut-être aussi à Aise, on en veut surtout aux joueurs. Mais on va dire le capitaine de ce navire-là, qu'on le veuille ou non, c'est Ineos. Et Ineos aujourd'hui a fait un choix il y a quelques mois, quelques années, au détriment eh bien, de notre équipe, hein, pour Manchester United. Euh, je pense qu'on aura du mal à sortir de cette situation tant qu'on n'aura pas un peu plus de visibilité sur que veut faire Ineos de l'OGC Nice. Il devait y avoir une déclaration faite au cours du mois de septembre. Bon, il n'était pas précisé l'année, peut-être que c'était 2026 ou 2027, je ne sais pas. Mais Mais, mais, tu parles d'Ineos, mais encore une fois, comment Ineos veut faire du bénéfice sur, euh, sur la vente de l'OGC mais Nice? Ineos perd de l'argent avec l'OGC Nice, ils sont obligés de réinjecter chaque année. Donc Eh oui. c'est pas un business qui est viable. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils arriveront ne serait-ce que revendre le club au montant auquel ils l'ont acheté? Je ne suis même pas sûr. Et pour moi, j'en doute, puisqu'encore une fois, aujourd'hui, ils sont en train de déprécier cet actif. Ils déprécient complètement la valeur de l'OGC Nice. Aujourd'hui, on va dire qu'on a un très beau centre d'entraînement, on a un beau stade, mais qui ne nous appartient pas. Mais les actifs principaux qui sont les joueurs, je veux dire, aujourd'hui, tu veux en tirer quoi? L'autre, d'accord, parce que c'est l'international. Barre peut encore avoir une certaine valeur. Et le reste, allez, un Diop. Diop, pour moi, à la fin de la saison, il y a certains clubs qui vont un peu s'affoler, on pourra s'acquitter dessus. Mais je dis, aujourd'hui, la valeur, les actifs qu'on a dans notre club, il n'y a même pas un joueur sur lequel je peux me dire, à lui, parce que encore une ou deux saisons, ça peut devenir un grand joueur, il peut faire quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En 6 mois, comme je te dis, pour moi, tout s'est délié, tout s'est délité. Et on a perdu ce qui faisait la force de notre club. Et en fait, ce qui nous fait mal, c'est que on a aussi ce côté un peu fier de dire on s'en fout que personne nous aime, etc. Mais c'est pas vrai. Dans le fond, bien sûr qu'on aime être détesté, parce que si tu es détesté, ça veut dire que quelque part tu existes. Si tu existes, c'est quelque part tu fais des résultats. Là aujourd'hui, les gens ne nous détestent même plus. Tellement on est en train de sortir de Ouais, la carte du on est paysage du football lambda. français. On est On est, on lambda, est, on est neutre. on est devenu, tu sais ce qu'on est devenu pour moi? On est devenu un club, comme à l'époque, quand euh, on collectionnait les vignettes Panini. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est devenu un club comme Wascal ou Oloan Cuiseaux, tu vois. C'est un club que, ouais, t'arrives pas à le positionner sur la carte, mais bon, le nom, il est fun. Et puis, bah, de temps en temps, ça fait un petit parcours en Coupe de France sympa. Nous, aujourd'hui, il y a rien. Tu sais très bien que, même si on reçoit en Coupe de France, pourquoi on va aller au stade? Puisque de toute façon, ça va être en janvier. On va se faire sortir lamentablement, peut-être au pénalty contre des gens qui auront peut-être plus envie de jouer au foot que nous. Et c'est difficile d'avoir un sentiment d'optimisme, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on sait très bien que si on arrive à enchaîner 2 victoires, on va se dire, ah putain, on n'est pas loin des places européennes. C'est ça qui fait en fait Non, là. mais là, c'est effectivement le championnat français qui te. Alors, certains diront la faiblesse du championnat français, etc. Mais la densité, moi, je dirais plutôt de ce championnat où tu finalement. Mais on participe à cette faiblesse. On y Oui, participe pleinement. bien sûr. Mais Dire, aujourd'hui, comment tu vas aller vendre à l'étranger à des Chinois, des Américains, un Nice-Marseille? Comment tu vas le vendre? On va pas se mentir aujourd'hui, les têtes de poule du championnat, c'est qui? Paris en tête. Derrière, tu vas avoir Marseille et Lyon.
Nous, on était censé devenir ça, hein, une tête de proue, un club qui pourrait s'exporter à l'étranger. Aujourd'hui, tu vas vendre quoi? Tu vas vendre quoi au Chinois qui va regarder un match ou même à l'Américain? Tu peux lui vendre le premier ballon touché par Terem Moffi à Metz. Ouais, bah alors ça, faut Alors ça, en parler franchement, parce que c'est. vous l'avez sans doute en tête. Oh là là. C'est même moi, à mon niveau amateur, je pense pas Oh, que j'ai réussi à faire quelque chose d'aussi catastrophique. Et pourtant, c'est pas vrai. c'est une cata. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as un coup à jouer. C'est-à-dire, Oui, non, mais c'est pas un ballon lambda, tu te dis, bon, ça sert à rien. Là, tu as vraiment un truc à jouer. Une catastrophe. je vais te prendre un exemple tout bête. Avant qu'on fasse cette émission, tu m'avais contacté pour une autre, si tu te rappelles bien, et je t'avais dit, je suis en déplacement professionnel, je suis aux États-Unis. Et j'ai eu l'occasion de regarder un match sur mon téléphone pendant que j'étais aux États-Unis, grâce au décalage horaire. J'avais des collègues américains qui, eux, ne jurent que par le baseball, le basket, et un peu maintenant le soccer, comme ils aiment l'appeler, parce qu'il y a Messi à Miami. Je parle de gens qui, pour eux, le football, c'est quelque chose qui est complètement inconnu. On s'est posé, on s'est mis sur un bateau, on s'est posé pendant 10 minutes à regarder le match. Quel match? Et même eux me disaient, c'était le match quand j'étais en Floride il y a 2 semaines. Attends, c'était lequel? La semaine dernière? Lille? Je sais plus. Soit Attends. Non, le match, je suis aux États-Unis. Enfin, je sais plus quel match. C'était avant Fribourg, ouais, Paris. Ou Paris, ou je sais plus quoi. Il regarde les matchs, il me disait, mais il me dit, ok, c'est bien, mais c'est nul. Il me dit, tu supportes quelle équipe? Ben, moi, je supporte le GC Nice. Il me dit, mais pareil pour eux, mais t'arrives à attacher quelque chose, t'arrives à. T'imagines, il me dit, je dis, mais tu sais que les droits ont été achetés par la télé américaine. Il me dit, mais même moi, je me force, je ne regarde pas ça. C'est dur, c'est ton club. C'est dur d'entendre ça. Et tu te dis, bah, ouais, voilà, en fait. C'est- On a une passion qui est déraisonnée. On sait très bien qu'aujourd'hui, on voit tout noir. Demain, on se gagne 2 matchs, on va voir tout rose. Ça va être fantastique. Mais sans tomber dans la fatalité, ne connaît que très bien notre club qui n'est pas capable de surfer sur des vagues positives. Et à chaque fois qu'il a eu un rendez-vous pour pouvoir monter d'une marche, l'a raté. Et encore une fois, le dernier en date, la Coupe de France, la Coupe de France face à Nantes, où on s'est complètement liquéfié. Euh, toutes ces petites choses qui ont fait que, pareil, on a cette possibilité d'aller chercher la troisième place, on s'est délié. C'est terrible. Toutes ces petites épreuves qui ont fait qu'on aurait pu franchir un cap ces dernières années, allez, 10 dernières années, on n'a jamais été capable de les faire. Est-ce que, dans le fond, on n'aime pas aussi notre club parce qu'il a cette petite âme de loser, de perdant magnifique? Et j'en reviens, si tu reviens à l'histoire de l'OGC des années 70, quand tu parles avec nos anciens, ils te parlent des années 70, le gym devait gagner. On devait être champion de France. On est tombé sur la grande époque de Saint-Etienne, mais on devait faire des choses. Et tout le monde se rappelle de l'équipe des milliardaires parce que c'était des perdants magnifiques. Bon, ben nous, aujourd'hui, on est entre guillemets on n'est même pas magnifiques parce que quand on regarde jouer, c'est affreux, mais on a cette image de loser qui nous colle aux chevilles. Et Mais quelque tu part, vois, encore une fois, Baron, il y a le fait de perdre, mais il y a le comment tu perds. Voilà. Et oui, moi, mais je c'est décline en vraiment ça les que deux je te choses. dis. C'est-à-dire que perdre, ok, pas de problème, ça fait partie du sport. Juste, qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour te donner le maximum de chances pour éviter de perdre cette rencontre? Perdre un match Oui, mais alors contre ça, Metz, c'est deux visions différentes. ah Moi, ben, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi sur cette vision-là quand tu regardes du foot. Nous, avec notre vision de supporter, on est encore plus énervé. Mais quoi qu'il en soit, le prochain match, on sera encore là, même s'ils sont lamentables. tu vois, je prends souvent cet exemple-là. L'année dernière, ton match au Vélodrome que tu perds 2-0. Je sais pas si tu l'as en tête, on fait un vrai match là-bas. Et on se dit, Oui, putain, on perd, sur deux faits de jeu, mais quand même, on sent que collectivement, il y a quelque chose. Là, complètement. tu perds Metz, c'est pas un hold-up de Metz. Ah non, mais clairement pas. Tu perds Ah non, 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 Fribourg, non. c'est pas un hold-up de Fribourg. C'est-à-dire que Non. Fribourg a mérité, même si tu leur as donné 2 buts, mais quelque part, bah voilà. Et Avant c'est les buts, le niveau de jeu était désastreux ah ben aussi. et puis surtout cette absence de force mentale. C'est-à-dire Non, mais il n'y a que rien. Ça vient d'en haut. Encore une fois, Aise ne peut pas transmettre ce genre de choses si de son côté, il ne sent pas qu'il a un soutien de sa direction. Il ne sent pas qu'à un moment donné, oh, messieurs, j'ai quand même Jonathan Klaus qui est en train de me faire un caca nerveux et qui met en danger mon équipe. Le message qui doit être envoyé par les dirigeants, c'est international, pas international, Jonathan Klaus, pas Jonathan Klaus, ça prend, ça dégage.
Voilà. N'importe quel joueur de cet effectif qui fera la même chose, statut pas statut, ça dégage. Désolé. Aujourd'hui, malheureusement, eux-mêmes se sont mis dans cette situation de se retrouver dépendants de situations qui sont puantes. Et tu sais quoi, ce genre de situation, qu'on le veuille ou non, on le retrouve uniquement dans quel club? Dans des clubs qui vont jouer la relégation. Des clubs qui vont jouer leur survie. Je suis désolé, aujourd'hui, on est neuvième, on n'est pas non plus dans ce niveau-là. Et surtout, on n'est pas Et, prêt psychologiquement à jouer mais le bien sûr que maintien. non. Donc c'est là Bien où, sûr que non. où ça rend vraiment le truc, je pense, un peu compliqué Être déjà dangereux. à accepter et à imaginer parce que tu te dis, oula, un club comme Metz, un club comme Lorient, comme Auxerre, comme Angers, ils savent que leur objectif de début de saison, c'est de se maintenir, de tenter de se maintenir en Ligue 1. Voilà. Nous, Complètement. notre objectif, du moins ce qu'on pense être des objectifs, c'est accrocher la Coupe L'Europe. d'Europe. Si ton objectif finalement change en cours de saison et que finalement tu joues le maintien, tu n'es pas prêt psychologiquement à switcher sur un, un changement aussi important d'objectif. Rappelle-toi Monaco. Monaco, c'est exactement ce qui avait été dit à l'époque par la plupart des supporters, par les analystes, par l'entraîneur également. Nous n'avions pas un groupe formaté pour jouer le maintien. Nous, aujourd'hui, je suis désolé, nous n'avons pas monté une équipe pour jouer le maintien. Mais à l'heure actuelle, on a une équipe qui, pour moi, va se battre dans un ventre très mou, tant qu'il n'y aura pas un sursaut d'orgueil qui aura été fait, tant qu'il n'y aura pas de changement qui aura été apporté. Mais encore une fois, ou ne peut pas venir d'Aise. Tu te sépares d'Aise, je pense qu'on va se retrouver avec quelqu'un qui aura encore moins de principes et moins d'idées que Aise. Et on va avoir de ce qui se dit aujourd'hui sur Twitter, le haram football, et je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, c'est exactement ça. Nous, on continuera à supporter notre club, on continuera à se prendre la tête parce qu'on aime notre club, mais la publicité qui est donnée pour le football français, elle est cataclysmique. Tu sais que j'ai le classement sous les yeux et c'est assez fou, on a 17 points. On est à 3 points des places européennes. Bon, on a marqué 17 buts, on en a pris 18, on est à moins 1. Là, c'est. Voilà. Mais surtout, je suis en train de regarder les équipes qui sont derrière nous. Brest, tu perds. Metz, tu perds. Le Havre, tu perds. Paris, tu fais nul. Toulouse, tu perds. Et tu gagnes, en fait, Rennes qui est au-dessus de toi. Lyon, Lille. Et tu fais Ce nul qu'a à fait notre force Monaco. l'année dernière, ce Et, qui a fait notre force l'année dernière, et tu perds de justesse contre le Paris Saint-Germain. Donc en fait, c'est difficilement lisible pour l'instant cette saison. C'est-à-dire que tu arrives à performer, mais bon, enfin, à performer comptablement contre des équipes du même niveau ou supérieur à toi. Mais par contre, tu te liquéfies contre des clubs comme Brest, par exemple, qui ont mis 14 buts, dont 4 contre toi. mais tu peux avoir une lecture qui peut être intéressante là-dessus. Tu peux légitimement penser que ton effectif va se mettre dans un mode compétition ardue, dans le niveau Ligue 1, dès qu'il s'agit de matchs sur lesquels tu sais qu'il va y avoir une certaine exposition. Bah, à Marseille, du Monaco, coup. Paris. Ah oui, on peut espérer Marseille. Ah ouais. Moi, honnêtement, si contre Marseille, on sort un match de qualité, je pense que ma théorie est valide. Maintenant, contre des équipes qui vont jouer le maintien, qui ont le couteau entre les dents et compagnie, peut-être que ces joueurs-là, ils n'ont pas envie de se mettre minables, ils n'ont pas envie de se mettre chiffon. L'année dernière, ce qui a fait notre force qu'on finit quatrième, c'est que des matchs qu'on aurait dû perdre contre des mal classés ou des prétendants à la relégation, on arrivait à retourner la chose. Là, cette année, ils n'ont pas envie. Là, aujourd'hui, on a un effectif, c'est exactement ce que disent beaucoup de gens, on a un effectif de joueurs qui sont aidants, je dirais, de joueurs qui se prennent vraiment pour de grands joueurs et qui peuvent se permettre de choisir des matchs. Mais à un moment donné, tu joues avec un club, tu joues avec une institution. L'intensité que tu as sortie contre Paris à défendre à bloc bas, à mettre le bus, comme tout le monde a dit, etc. Pourquoi à un moment donné, quand tu arrives à mener contre Metz, tu ne sors pas le bus? Mais moi, je m'en fous derrière qu'on vienne nous dire, ah, ils ont mis le bus contre un premier, etc. Les 3 points, je les prends. On sait très bien qu'aujourd'hui, nous n'avons ni qualité technique, ni qualité tactique. Mais un gros bus. Joue catenaccio, joue sale. Mais c'est pas grave, tu les prends, les 3 points derrière. Et derrière, ben, tu construis, on va dire que tu reconstruis le mental de tes joueurs. Peut-être que sur ce point-là, Aise, mon ressenti perso de supporter, peut-être qu'à ce point-là, il devrait peut-être dire à ses joueurs, OK, vous avez marqué, maintenant on blinde. On blinde, on joue les contres, promu, pas promu, je m'en fous. Et on blinde. Et derrière, ça va peut-être reconstruire petit à petit le mental de tes joueurs. Là, aujourd'hui, ouais, Monaco, on sort un match où ben, s'il n'y a pas les deux pénaltys,
je suis désolé, on joue les yeux dans les yeux avec Monaco. Paris, je sors le bus, mais bon, si on avait pris un nul, je m'en fiche de ce que dit la presse ou autre. On mérite le point, point barre. Lyon, tu vas les taper, et puis tu fais quand même un beau match. Je veux dire, le match contre Lyon, il est quand même réussi. Non, non, pour moi aujourd'hui, la sensation que j'ai, c'est qu'on a des joueurs qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Ils savent très bien qu'ils ont une situation de, ils ont l'avantage sur, pour moi, leur coach et l'avantage sur l'institution et sur le club. Ça me gêne. Ça me gêne profondément. Et encore une fois, on parlait de Boudaoui. Boudaoui, c'est symptomatique. Boudaoui sort dans les gros matchs. Mais dès qu'il s'agit d'aller mettre le bleu de chauffe, eh ben, il n'y a plus personne. Et si tu regardes bien, il y a plein de joueurs aujourd'hui qui sont en train de faire plus ou moins la même chose. Est-ce que tu penses, pour clôturer, mon cher Baron, parce qu'on a dépassé un peu l'heure finale, est-ce que tu penses que le mercato hivernal peut être un levier important, parce que ça a été mentionné aussi dans la conférence de presse de S, qui a dit que si il n'y avait pas eu d'investissement, s'il y avait certaines choses qui n'avaient pas pu être faites cet été, ça ne pourra pas être fait cet hiver. Mais voilà, Ça tu fait parlais de Boga, tu parlais de Klos. Je pense que c'est des dossiers qu'il va falloir évacuer. Est-ce que tu penses vraiment que euh, ce mercato-là sera décisif pour eh bien, la saison, du moins en Coupe de France et en Ligue 1, si on considère que l'Europe s'est cuit? traditionnellement, tu sais que notre club ne sait pas faire de mercato d'hiver. Si on prend tous les mercatos d'hiver, il n'y en a pas beaucoup qui ressortent pour être réussis. Rappelle-toi l'année où on est premier à la trêve, on a une superbe équipe et on sait que on a une opportunité de pouvoir se renforcer pour aller un peu chatouiller tout le monde. Bon, on va récupérer Srarfi et Obadi. J'ai pas envie de Je me veux dire, rappeler de ça. voilà, mais je veux dire, on s'est tous regardés en disant, ok, enfin, on a le vent en poupe. Pour moi aujourd'hui, ce dont j'ai peur, c'est que on va être obligé de recruter. Ce qui me fait peur, c'est qu'est-ce qu'on va recruter, parce qu'on sait très bien qu'il y a des agents à l'affût pour nous refourguer tout ce qu'il y a de plus moisi sur le marché. Et comme on est vraiment en panique, bah, faire des achats de panique ou des prêts de panique qui finalement ne vont rien apporter. C'est ça, moi, qui me fait peur aujourd'hui. C'est que ce mercato hivernal dont on a crucialement besoin pour essayer d'amener un peu plus d'expérience et de combativité, et surtout d'expérience pour encadrer des joueurs qui sont aujourd'hui mentalement très friables, eh ben, on se retrouve avec des mecs qui soient des troisièmes couteaux, des gars qui soient cantonnés au banc et qui apportent plus rien, et qu'on s'en soit encore à faire des paris. Putain, pour un club qui finit quatrième, qui est régulièrement en Coupe d'Europe, on se retrouve encore à faire des paris. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas reprocher à la Ligue 1, aux droits télé, machin, etc. C'est juste que toi, le business model que tu as voulu monter, il est foireux à un moment donné. Il est foireux, c'est pas possible autrement. On va arrêter là, mon cher Baron. Ça fait une émission qui fait bien 1h15 bien tassé. Je t'ai dit, hein, la dernière fois, tu avais été extrêmement bavard sur ce match contre Paris. Là, on fait une émission en tête à tête. Voilà, donc tu avais la Le champ possibilité, libre. le champ Le libre, champ et, libre. et j'en suis très content parce que, eh bien, voilà, on a essayé de rebrasser tout un tas de sujets, mais finalement, voilà, qui sont un peu fil rouge hein, depuis un certain nombre d'années. Bien sûr. Et moi j'ai envie de dire une chose aussi par rapport à la situation qu'on traverse actuellement, mais qui ne date pas de cette défaite contre Metz, hein, qui date du début de saison. Finalement, moi je pense aussi qu'on paye aussi un certain manque de stabilité et qu'on a depuis, on va dire grosso merdo, depuis le rachat d'Ineos, hein, et que Mhm. finalement, même si tu pouvais te targuer d'avoir régulièrement des qualifications européennes, même en changeant de coach, hein, Farioli, Galtier, etc., au bout d'un moment, eh bien, comme dans une entreprise, tu le payes. Tu payes ce manque de stabilité, tu payes ces changements de dirigeants, tu payes ces changements de joueurs. Et là, Mhm. ben, j'ai comme l'impression qu'on récolte ce qu'on a semé, mais depuis toutes ces années, et que bah, on est en train de connaître une saison qui est pour l'instant médiocre, qui peut tourner au catastrophisme, du moins on ne le souhaite pas forcément, mais c'est possible. Et en même temps, finalement, sur certains matchs, tu te dis que tu peux rivaliser avec des équipes qui sont au-dessus de toi, mais il y a trop peu de choses, trop de carences, je pense, dans le jeu aujourd'hui pour espérer mieux. Mon cher Baron, Ouais, tout à fait.
Et si on peut finir sur une note positive quand même, Allez, parce qu'on a allez, note été, positive parce que là, franchement, les gens qui ont écouté tout le numéro, je pense qu'ils auront qu'une seule envie, c'est de se flinguer, quoi. non, mais je pense que dans tous les cas, de toute façon, on parle avec notre cœur. Et quoi qu'il en soit, peu importe où le club sera, on l'aime. On aime ce club, on aime ce blason, on aime ses couleurs et on sera toujours là. Donc encore une fois, on parle avec le cœur, on sort tout ce qu'on a, mais on a un amour qui est irrationnel pour ce club. Et je pense que c'est ce qui, finalement, aidera quelque part à maintenir quand même une certaine cohésion euh, autour du club, autour des joueurs. Parce que je pense que ils le savent qu'ils sont pas bons. Ils le savent aujourd'hui qu'ils sont dans le dur. Il y a plein de paramètres qui nous échappent parce qu'on n'est pas dans les secrets du club. Mais j'espère qu'ils savent à quel point ce club, ses couleurs, ce blason compte pour nous. Et quoi qu'il arrive, voilà, comme je disais, nous, on sera toujours là. Les joueurs passent, les supporters restent. Toujours. Exactement, comme le disait Claude Puel, c'est un peu la belle endormie, quoi. Qui arrivera à réveiller un peu ce club, hein, parce que voilà, on végète, mais est-ce qu'on Tout à aura fait. le droit peut-être un jour au bonheur? Baron, je te remercie en tout cas pour ta venue, pour ces échanges et pour ta pertinence. Voilà, hein, vous allez écouter ce numéro cette semaine tranquillement. Vous allez pouvoir eh bien, suivre aussi ce France-Ukraine cette semaine, hein, un superbe France-Ukraine. Et puis nous Écoute, on se à retrouve. défaut, on verra peut-être du football. Ouais, Peut-être. ben oui, tu te rends compte, obligé de se rabattre sur l'équipe de France de Didier Deschamps pour vivre un minimum. Non mais c'est terrible d'en arriver là. C'est Non, non, mais c'est dur. nous on se retrouvera. Et bien le prochain match, c'est tout simplement Nice-Marseille. Nice-Marseille Ça. passe au week-end le prochain. Également le match pour eh bien, les 40 ans, tout simplement, de la BSN, avec a priori le maillot collector qui sera dévoilé lors de ce match-là, hein. Apparemment des informations qui circulent. Donc écoute, bah, nous on se reverra à ce moment-là, chers amis, chers auditeurs, auditrices du Club Pancho. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner naturellement, de liker. Et puis nous on se retrouve très vite. La Baïta et puis Sanissa. Ciao ciao.